Bonsoir tout le monde. Je pense que je ne connais pas tout le monde, mais tout le monde me connaît ou presque. Pour ceux qui ne me connaîtraient pas, donc je suis Philippe Bachmann, j'ai la chance de diriger la Comète au sein de laquelle vous êtes assis depuis près de 12 ans. Et puis, puisque ce soir, la soirée va être autour de la réinvention du centre-ville, ça ne pouvait se faire qu'ici, puisque ça fait 21 ans que la Comète a ouvert, que la scène nationale ici accueille beaucoup de public et a commencé un travail, ce travail qui va vous être présenté dans une nouvelle phase, mais finalement, depuis 22 ans, la Comète a participé au fait de réinventer le centre-ville, de le redynamiser, et c'est important d'avoir un lieu de spectacle et de culture au centre-ville. Parfois, c'est pas le cas, ça se trouve en périphérie, etc. Et là, c'est bien un lieu du centre. Et cette saison, on a, sur l'ensemble de nos activités, dépassé les 68 000 entrées, ce qui est un élément de développement fort, puisqu'il y a 11 ans, quand je suis arrivé, on en était à 11 000 entrées. Vous voyez, donc là, cet élément-là de développement existe. Beaucoup d'entre vous soit en font partie en fréquentant la salle régulièrement, soit en font partie en étant des partenaires, soit n'en font pas encore partie. J'espère qu'il y aura des occasions de partenariat avec tout ce qui compte en termes d'acteurs du centre-ville. Voilà. Donc je vais découvrir avec vous tout ce qui va être proposé en matière de réinvention du centre-ville, et je vais pour ce faire laisser la parole à Benoît Apparu, député maire de Châlons. Merci Philippe, et merci surtout pour tout le travail qui est fait par la Comète. Il va vous résumer les chiffres en disant passer de 10 000 spectateurs à 60 000 spectateurs, c'est une progression exponentielle qui est évidemment utile pour la ville et pour son centre. Quelques mots d'introduction, de méthode pour cette soirée. Je vais probablement être un poil plus long qu'à l'habitude, je m'en excuse par avance. Je vais essayer de faire tenir l'ensemble du propos en 1 heure. Ceux qui habitent, 2 séries de chiffres intéressants. En 1930, ça peut paraître très loin, mais en 1930, il y avait 2 millions de commerçants en France. À l'heure où nous parlons, il en reste 800 000. On a une crise structurelle, durable, de la baisse du nombre de commerces du centre-ville. C'est lié à quoi? C'est lié bien évidemment à ce que nous avons vécu ici, à Châlons comme partout ailleurs, le développement des périphéries urbaines, qui évidemment ont mangé des parts de marché très importantes au centre-ville. Et demain, dans les 5 ans, 10 ans, 20 ans, donc l'ensemble de ces cabinets pour avoir cette approche globale et non pas uniquement une approche d'urbaniste ou pas uniquement une approche commerciale, mais bien une approche globale. On continue sur la méthode. Deux rappels peut-être en termes de méthode, avant d'en arriver au plan d'action. Nous avons évidemment travaillé avec les experts, ceux des cabinets que je viens de citer, mais nous avons également travaillé avec des étudiants. Certains ont peut-être participé à ce qu'on avait appelé le hackathon, des étudiants qui venaient de différentes grandes écoles françaises, qui nous ont aidé le commerce, le marketing, différents points qui évidemment concernent l'ensemble des 5 îlots qu'on va vous présenter. Alors les îlots, si on commence, le premier c'est l'îlot République. L'hypercentre qu'on va qualifier d'hypercentre commerçant, qui concerne la place de la République, le marché couvert bien évidemment, la rue des Poissonniers, rue des Lombards, rue de la Bélambert, d'Orfeuille, Teinturier, Thomas Martin, Thiers, Leroy, Gambetta, et puis 3 ruelles sur lesquelles je reviendrai dans quelques instants. Ce constat, le constat qu'on pose sur cet îlot, c'est que c'est un îlot commerçant par nature. C'est là où nous avons le cœur commerçant de Châlons-en-Champagne, et c'est celui-là qu'il faut consolider en y ramenant le maximum de cellules commerciales. C'est l'objectif que nous fixons. Les actions, je vais vous les décliner très rapidement. La première action, c'est la requalification autour de la place de la République en tant que telle. On avance. En commençant par les ruelles. C'est une des idées notamment qui sort du hackathon des étudiants, qui consiste à dire que, en fait, quand on regarde les rues de Châlons dans ce centre-ville, elles sont toutes parallèles. Et que les traverses, qu'on peut appeler des ruelles, sont très mal utilisées. Elles sont peu sécurisées, peu illuminées, peu utilisées en tant que telles, et il faut donc qu'on recrée des connexions
au travers de ces ruelles, avec un certain nombre d'espaces publics qui seront traités. Bien évidemment, il nous faut traiter les espaces publics, piétons, et qu'il nous faudra travailler. On y reviendra dans quelques instants, et on va vous montrer quelques visuels de ce que l'on peut faire dans le cadre de ces espaces publics. Dans ces espaces publics, il y a notamment la question centrale. On y vient après, la place de la République? D'accord. Alors, avant de venir sur la place de la République en tant que telle, je continue les éléments globaux. La reconquête de l'immobilier vacant, c'est vraiment une des pierres angulaires du projet qu'on vous présente. C'est la reconquête des immeubles qui sont aujourd'hui vacants et des pieds de commerce qui sont aujourd'hui soit vacants mais occupés, mais avec un immeuble qui est au-dessus vide. C'est vraiment un enjeu important sur lequel on va investir beaucoup. On va essayer de racheter, on y reviendra tout à l'heure, une vingtaine d'îlots pour essayer avec vous, et notamment avec les commerçants, de travailler ces rez-de-chaussée commerciaux, de les remettre sur le marché pour avoir des commerces qui correspondent à l'attente que nous avons. Je vous en prends un exemple qui est en pleine inauguration à l'heure où nous parlons. C'est ce que nous avons d'ores et déjà fait sur le bar à Champagne. Et c'est vraiment le modèle qui nous intéresse. Une cellule commerciale qui était destinée à des services, qui ferment, des étages qui sont vides. On reprend l'ensemble, c'est la Chelsea qui en était déjà le propriétaire. On reprend l'ensemble, on réhabilite le commerce, on fait un appel à projet en disant voilà ce qu'on voudrait comme typologie de commerce dans ce lieu-là, on réhabilite et on met évidemment en location. Et on le met en location à des prix qui ne sont pas forcément ceux du marché. Parce qu'on considère que notre devoir, c'est notamment de mettre le pied à l'étrier à un certain nombre de nouveaux commerçants en pratiquant des tarifs qui ne soient pas tout à fait ceux du marché. Et objectivement, entre nous, le marché immobilier du centre-ville est probablement très très haut en termes d'immobilier commercial par rapport à la réalité, ce que peut faire beaucoup de commerces. Ça, c'est un des enjeux évidemment très importants. Des nouveaux services, on y reviendra tout à l'heure, dans les actions transversales. Ces nouveaux services, c'est notamment de se dire que lorsqu'on vient en centre-ville, on peut vouloir se balader tout seul, aller chez le coiffeur, faire des courses, sans forcément devoir être accompagné en permanence par ses enfants. Il faut donc qu'on propose en centre-ville des cartes d'enfants pour qu'on puisse commercer tranquillement ou aller chez le coiffeur. Il faut que nous ayons un centre-ville beaucoup plus numérique, avec des applications destinées au centre-ville, avec des services commerciaux destinés au centre-ville spécifique. Pourquoi pas un magasin numérique pour l'ensemble du centre-ville? Pourquoi pas des monnaies locales? Une monnaie locale, pardon. Bref, des services nouveaux sur le centre-ville que l'on redétaillera tout à l'heure. Alors, on a aussi la volonté d'utiliser de façon différente la halle du marché. Aujourd'hui, cette halle du marché, vous la connaissez tous, nous la connaissons tous, c'est un des points commerciaux les plus importants de la ville de Châlons. C'est évidemment le premier en centre-ville. Il faut donc qu'on travaille à partir de cette halle. Cette halle, aujourd'hui, elle a peut-être un défaut, c'est qu'elle fonctionne, allez, on va dire globalement, 2 jours par semaine. C'est pas suffisant. Et donc, on souhaite l'utiliser de façon différente, de façon nouvelle et moderne. Je vous prends un exemple. On se pose la question, en tout cas, on travaille, c'est pas une question, parce qu'on travaille depuis 2 ans avec eux, on travaille depuis 2 ans avec la Chambre d'agriculture pour faire, en centre-ville, un magasin de producteurs. Mais pourquoi pas l'installer dans la halle du marché de façon définitive, puisqu'on est sur des types de commerces qui sont similaires. Nous avons, au sein de cette halle du marché, une absence assez forte d'espaces d'animation, d'espaces de rencontre, d'espaces sympathiques. Beaucoup de halles de marché ont en leur sein un bar qui fonctionne pendant le marché pour avoir une convivialité. Mais au-delà de ça, on a surtout, avec cette halle du marché, un bâtiment sublime, totalement sous-utilisé. On a commencé à l'utiliser, vous en rappelez peut-être, avec Chalon-Sénégas. On a commencé à faire 1 ou 2 soirées dans cette halle du marché. Mais notre idée, c'est de se dire qu'il faut probablement la reconfigurer en matière mobilière pour qu'on puisse enlever et remettre très facilement le mobilier qui est utilisé pour le marché pour pouvoir l'utiliser de façon beaucoup plus fréquente. Et pourquoi pas imaginer d'ailleurs que des professionnels de cette activité puissent gérer pour nous, via ce qu'on appelle une délégation de service public, toutes ces activités d'animation que nous pourrions avoir dans cette halle du marché. Bien évidemment, il nous faudra travailler sur le mobilier urbain. On a déjà commencé, on va vous montrer des exemples de choses qui se font dans d'autres villes, qui sont très attractives, très contemporaines, qui vont nous permettre de dynamiser le centre-ville. On sait modulable. Voilà ce que ça pourrait donner, et on va vous montrer plusieurs animations de ce que pourrait donner
une place de la République modulable. Ça veut dire quoi modulable? C'est qu'on n'a pas les mêmes besoins tout au long de l'année. La période estivale ou la période hivernale, ce ne sont pas les mêmes utilisations du centre-ville. Ce ne sont pas les mêmes utilisations de la place de la République. Et donc il faut qu'on puisse avoir une place de la République qui soit à certains moments de l'année 100% piétonne, à d'autres moments de l'année 100% carrossable, aussi bien en circulation qu'en stationnement, et à d'autres moments, pourquoi pas, moitié-moitié. Il est évident que, notamment en période estivale, on peut avoir le sentiment les uns et les autres que les terrasses des différents cafés, qui sont la spécificité de cette place, puissent occuper une grande partie de l'espace public avec des animations, évidemment, qui vont avec. À d'autres moments, ça ne sera pas le cas. C'est le choix que nous faisons sur la place de la République, avec un investissement qui sera lourd, 80% des ceux qui vous montreront ça. Et le budget pour cette action-là, c'est 3,6 millions d'euros. Voilà ce que pourrait donner la rue Locher. Là encore, ce n'est pas contractuel, mais notre idée, c'est de se dire qu'il faut qu'on arrive à mieux connecter le centre-ville et les Jarres si on souhaite que les Jarres fassent partie du centre-ville. Deuxième îlot, c'est l'îlot de la place Foch. Sur l'îlot de la place Foch, nous avons donc le bas de la Marne, la place Foch en tant que telle, la place Godard bien évidemment, et puis le GHB. C'est un îlot qui a aujourd'hui, on le sait tous, du mal à vivre. On ne reviendra pas sur la rue de la Marne, tout le monde a fait depuis des années le constat d'une ville d'une rue historiquement très commerçante qui décline. Sur la rue de la Marne, on souhaite, et sur l'îlot Foch, avoir une reconquête immobilière de la place Foch très lourde. Quelque part, on a déjà fait un côté de la place Foch avec l'opération qu'avait menée Bruno Bourbrock sur le côté droit de la place Foch quand on est côté hôtel de ville. Et là, il faut qu'on traite le niveau gauche. Vous l'avez vu, on a un linéaire sur le côté gauche de la place Foch qui est peu utilisé, avec beaucoup de rotation commerciale ou service, et avec des étages qui sont totalement vides. Notre idée, complexe, c'est quand on regarde cet îlot qui est côté Saint-Alpin, nous avons une vraie difficulté. C'est que cette bande de maisons est très peu large, 3,80 m si je ne m'abuse. Et tous les commerçants qui sont ici le savent beaucoup mieux que moi, à 3,80 m de largeur, on ne fait pas grand-chose. Il faut donc qu'on récupère de l'espace sur la place Foch, et que cet espace récupéré sur la place Foch ne détruise évidemment pas l'harmonie de la place en tant que telle, qui, comme chacun le sait, est classée. Raison pour laquelle on veut travailler sur une avancée sur le premier étage, qui soit une avancée en verre, qui permette de garder les volumes de la place, de garder de la transparence sur la place, mais qui nous permettra d'élargir quelque part les immeubles. Et ce travail-là, on va le réaliser avec la Caisse des dépôts et consignations. Nous avons été sélectionnés avec une dizaine de villes pour avoir une expérimentation particulière avec la Caisse des dépôts, et on travaillera sur cet îlot-là avec eux. Alors, bien évidemment, on l'a évoqué, la reconquête immobilière, une animation beaucoup plus soutenue sur la place Foch, une mise en valeur du GHV, avec un travail pour essayer d'ouvrir le GHV sur l'extérieur, avoir des cellules qui soient beaucoup plus traversantes en la matière. Si on continue, nous avons évidemment le traitement de la partie basse de la rue de la Marne, avec là encore la nécessité d'accompagner la reconquête commerciale et immobilière que j'évoquais. Ce sera évidemment une de nos priorités, parce que le haut de la rue de la Marne, côté hôtel de ville, doit être évidemment une rue totalement commerçante qu'il nous faut reconquérir. Alors, le calendrier sur Foch, début de travaux, on espère, en 2017, avec une fin en 2019. Pourquoi un délai aussi long? Parce que là encore, on a des périodes d'études relativement longues, et le traitement de l'ensemble de l'îlot sera complexe et long. Un budget prévisionnel, notamment pour la partie que je vous ai montrée, cette partie en vert, de 3,2 millions d'euros. L'îlot Notre-Dame, troisième îlot de notre travail. L'îlot Notre-Dame, c'est un îlot très particulier qui a évidemment une vocation touristique, une vocation patrimoniale. Or aujourd'hui, et nous le savons depuis très longtemps, cet îlot est mal utilisé,
La placette Notre-Dame est objectivement peu fréquentée. Le musée du cloître, idem. Le jardin du cloître, même chose. Et puis, nous avons surtout, devant Notre-Dame, un espace public très mal utilisé. Pas de parvis devant cette église. Et puis, la gare routière qui devant se trouve à cet endroit-là et qui nous empêche de requalifier l'ensemble de l'îlot. Notre idée, c'est donc de travailler sur l'ensemble du pourtour de Notre-Dame, de remettre en valeur l'ensemble des sites, beaucoup plus accessibles. On va vous montrer là encore un certain nombre d'éléments. Par exemple, l'ouverture du jardin du cloître pour retravailler complètement cet îlot-là. On va vous montrer d'autres visuels pour essayer qu'on se rende compte les uns et les autres de ce qu'on peut faire. Voilà par exemple un exemple d'aménagement urbain qu'on pourrait proposer pour remettre en valeur les jardins du cloître qui aujourd'hui ne sont pas visibles depuis l'extérieur. Alors, sur cette île-là, ça nécessite une chose. Ça nécessite de déménager la gare routière. Et déménager la gare routière, ça veut dire qu'il faut l'installer ailleurs. La première proposition que nous avons, ça ne veut pas dire qu'elle est définitive, mais la première proposition que nous avons, et nous allons lancer très vite une étude sur ce sujet-là, c'est de l'installer sur le parking actuel des Viviers. Si on l'installe sur le parking actuel des Viviers, ça veut dire qu'on perd les places de parking des Viviers. Or, notre volonté est clairement qu'au bout de l'ensemble des travaux que nous allons réaliser, il y ait à minima autant de places de parking qu'aujourd'hui, si ce n'est plus. Raison pour laquelle on propose sur cet déménagement un parking potentiel en silo, avec 2 étages de parking et les bus qui sont en dessous. Ça nous permet évidemment d'avoir l'ensemble des places de parking de la place des Viviers actuelles qui sont reconstituées et d'avoir un second étage nous permettant d'accroître le nombre de places de parking et d'améliorer la mobilité dans le centre-ville. Là encore un calendrier et des budgets. Sur Notre-Dame, c'est un programme global qui mettra beaucoup de temps et donc on va jusqu'à une temporalité de 2025 en commençant en 2017. Pourquoi ça prend du temps? Tout simplement, avant de faire les travaux sur Notre-Dame, il faut d'abord qu'on déménage les bus, qu'on fasse le parking en question. Et donc il faut réaliser, vous le voyez, les travaux Viviers en 18 et en 19. Et c'est une fois qu'on a fini cette opération-là qu'on peut passer à la deuxième phase de l'opération, à savoir libérer les espaces sur le devant de Notre-Dame notamment. Là encore, des montants des budgets prévisionnels, 2,7 millions concernant Notre-Dame, 3,6 millions concernant le parking des Viviers et la gare routière des Viviers. Sur la gare routière, on va, avec Christian Batti, vice-président de l'Agglo en charge des transports, engager des études pour regarder si c'est là qu'il faut le mettre, s'il faut mixer les choses avec le travail que nous faisons aujourd'hui sur la gare. C'est un travail qui est évidemment en cours. Quatrième îlot, l'îlot des Jarres. Je vous l'ai dit en introduction, c'est un choix un peu conséquent que nous faisons de dire que pour nous, les jarres, on pense surtout évidemment aux petits jarres et aux grands jarres, font partie du centre-ville. Et qu'il nous faut mieux utiliser qu'aujourd'hui les formidables espaces de verdure que nous avons en quasi-cœur de ville pour mieux les connecter au centre-ville. Et donc sur cette île-là, il y a évidemment la nécessité d'insinuer la nature en ville. On va vous montrer un visuel tout de suite, bien évidemment. C'est la possibilité que nous aurons de mieux utiliser les espaces publics en ville, pas dans les jarres, bien en ville, pour faire pénétrer la verdure, les jarres, de fait, dans les rues, et on pense notamment à Récamier et à Locher, bien évidemment. Ensuite, on a besoin de conforter les activités et les animations qui se déroulent, notamment dans les jarres. Et dans ces cités-là, c'est évidemment de faire grandir encore Chalon-Plage, un exemple potentiel d'idée qui sort du hackathon. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un marché flottant dans l'anse du Jard, nous permettant d'avoir des activités ponctuelles, évidemment, sur cette île-là, nous permettant d'améliorer la qualité des animations qui sont proposées sur le Jard. Bien évidemment, le projet de rénovation globale des Jards, et du Grand Jard notamment, qui est en cours, sur lequel nous attendons les autorisations du ministère, s'intègre bien évidemment dans cet ensemble-là. Développer de nouveaux usages est également une des ambitions que nous avons sur
sur les jarres, avec, on le voit là sur une des photos, la possibilité de pont flottant, la possibilité, on le voit sur une autre photo, c'est ce qu'on va faire sur le Grand Jard, d'y mettre un skatepark pour avoir plus d'animation sur ce jardin classé. Bref, des animations différentes, nouvelles, là encore beaucoup plus permanentes et contemporaines, nous permettant, comme on le fait depuis maintenant 2 saisons avec le conteneur, d'avoir une autre vie dans ces jardins, en préservant la tranquillité évidemment de ceux qui veulent s'y balader, et en ayant des choses qui évidemment permettent d'animer aussi, pour le bien-être de tout le monde et notamment des familles, ces jardins. Enfin, et c'est peut-être l'élément le plus important, ouvrir de nouveaux accès aux jarres. Aujourd'hui, quand on va aux jarres, on passe tous par le même endroit, qui est l'entrée principale des jarres, qui se fait le long des allées Leclerc. Notre idée, c'est de se dire que le long du boulevard Victor Hugo, on doit pouvoir mieux connecter la ville aux jarres. Prenons un exemple sur le visuel que vous avez là. Sur le visuel que vous avez là, on s'aperçoit qu'on a la cathédrale au fond, et vous voyez peut-être que le long du boulevard Victor Hugo, juste à côté de l'ESP, de l'ex-IUFM, vous avez un tout petit escalier qui permet de descendre. Mais notre idée, c'est d'élargir cet espace-là pour mieux connecter la rue de la Marne, la cathédrale aux jarres, et ouvrir une nouvelle ouverture, pardonnez-moi la répétition, la redondance, sur les jarres. On peut s'imaginer d'ailleurs qu'au niveau du rond-point, qui est au bout, rond-point de l'hémicycle, on peut s'imaginer qu'au rond-point de l'hémicycle, là où on a créé avec la CAC la capitainerie, on puisse également avoir une autre ouverture sur les jarres, permettant là aussi de connecter le bout de la rue de la Marne à l'ensemble de cette îlot-là. C'est vraiment un travail global qui est proposé sur les jarres pour là encore connecter, j'utilise souvent ce terme, connecter les jarres et le centre-ville. Là encore évidemment des calendriers et des budgets. Rue Croix-des-Teinturiers, rue des Fripiers, un travail qui sera fait en 2018-2019. Sur les Grands Jarres, on commencera au 3e trimestre 2016. De ce point de vue-là, on est très avancé sur les jarres. Pour finir en 2019, nous avions prévu une programmation pluriannuelle sur les jarres. On la mettra évidemment en œuvre. Le budget qui vous est indiqué là, 5,4 millions d'euros, intègre bien évidemment ce que nous avions prévu pour le Grand Jard. Le dernier îlot, c'est ce qu'on appelle l'îlot des savoirs. Vous savez que la ville de Châlons est une ville avec des établissements d'enseignement supérieur et qu'il nous faut évidemment ramener l'enseignement supérieur en centre-ville. C'est essentiel pour l'animation en tant que telle du centre-ville. Ils sont tous, ou la plupart d'entre eux, que ce soit l'IUT, que ce soit l'ENSAM, ils sont de l'autre côté quelque part de la rue Saint-Dominique. Et donc, on souhaite reconnecter la vie étudiante au centre par le percement d'une nouvelle voie d'accès, rue de la Marne, au droit de la rue je vais y arriver, aidez-moi, Récamier, au droit de la rue Récamier, notre idée, c'est de couper en deux l'îlot Saint-Dominique, de créer une nouvelle rue au milieu de Saint-Dominique pour connecter la rue de la Marne et cet espace des savoirs que nous avons évoqué à l'instant. Ça, c'était vraiment un enjeu essentiel pour nous, pour là encore que le centre-ville soit beaucoup plus ouvert sur le reste des territoires de la ville de Châlons. C'est un enjeu essentiel. Il est probable, quand on regarde l'évolution de la ville de Châlons, que c'est cet îlot Saint-Dominique qui a probablement bloqué une partie du développement de la rue de la Marne. Si on souhaite reconquérir la rue de la Marne, et notamment la partie qui est proche de la cathédrale, il nous faudra percer cette rue pour l'ouvrir. Et d'ailleurs, sur le bas de la rue de la Marne, nous souhaitons lui donner peut-être une nouvelle destination, en regardant comment, là encore par la politique immobilière que j'évoquais tout à l'heure, comment nous pourrions faire cette reconquête du bas de la rue de la Marne, avec peut-être une destination avec des artisans, une destination avec des magasins éphémères, bref, une nouvelle vie pour le bas de la rue de la Marne, parce qu'il est essentiel que l'ensemble du linéaire de la rue de la Marne vive, peut-être une partie plus commerciale, peut-être une partie où les rez-de-chaussée pourraient être occupés notamment par des artisans. Alors, bien évidemment, pour tout ça, je ne sais pas cette carte à quoi elle sert, mais c'est pas grave, elle est sûrement intéressante, ça on l'a déjà vu, et donc on va passer à autre chose, l'îlot des savoirs et donc le budget prévisionnel qui va avec, 11,7 millions. Pourquoi ces délais-là,
Parce qu'évidemment, percer une rue, c'est pas juste percer une rue. Percer une rue, ça veut dire qu'il faut démonter un certain nombre d'immeubles. C'est une opération que nous ferons avec les Forts et moi. Je remercie Alain Nicole, son directeur général, d'être avec nous aujourd'hui, le propriétaire de l'îlot Saint-Dominique. C'est évidemment un travail que nous avons coordonné ensemble et qui nous permettra, sur cet horizon de temps, 2021-2025, d'engager les travaux que j'ai évoqués à l'instant. Vous imaginez bien que là, ce sont des travaux très complexes, parce qu'il faut d'abord reloger les gens, ensuite il faut faire l'ensemble des processus et des études diverses et variées pour y arriver, détruire les immeubles, et ensuite, et seulement à ce moment-là, on peut évidemment bâtir la rue, nous permettant de faire cette traversée. Voilà sur les îlots. Après les îlots, 10 mesures d'accompagnement transversales. Je vais être beaucoup plus rapide parce que je pense que j'ai déjà été très long. 40 minutes, c'est ça? Bon, donc je vais essayer d'accélérer un petit peu et de passer un peu plus vite sur les mesures d'accompagnement. Alors, première mesure d'accompagnement, un guichet unique. Guichet unique, on en parle souvent, c'est ce que nous avons voulu faire avec la CCI, avec l'UCIA, avec d'autres partenaires, la SEMCHA bien évidemment, la Caisse des dépôts, en créant le bâtiment que nous avons racheté, sur lesquels les travaux vont commencer dans les 6 mois qui viennent, je crois, et qui sera arrivé fin 2017, qui est le MES des entrepreneurs. C'est à partir de là qu'on veut travailler ce guichet unique pour que les commerçants n'aillent plus à aller voir l'UCA, aller voir la CCI, aller voir la ville, aller voir l'agglomération, mais qu'il n'ait qu'un seul interlocuteur pour développer leur business. C'est l'objectif de ce guichet unique que nous mettons en place, que nous voulons mettre en place, et on y consacrera, en plus du travaux du MES bien évidemment, 1 million d'euros en matière de fonctionnement. Deuxième politique transversale, la stratégie immobilière en faveur du commerce. Je l'ai déjà évoqué rapidement tout à l'heure lorsqu'on parlait de l'îlot de la République. L'idée, c'est d'acquérir des rez-de-chaussée vacants pour favoriser l'émergence de projets commerciaux différents, nouveaux, pour essayer de remettre en centre-ville les commerces que nous n'y trouvons pas aujourd'hui, et également pour contrôler les loyers. Alors quand on parle de contrôle des loyers, qu'on soit bien d'accord les uns les autres. Il ne s'agit pas de fixer des tarifs pour l'ensemble des commerces du centre-ville et l'ensemble des propriétaires du centre-ville. Mais là où nous serons propriétaires, je l'espère une vingtaine de cellules commerciales, nous allons pratiquer des loyers qui seront suffisamment attractifs pour que les nouveaux commerçants, qui n'ont pas toujours la capacité d'investir, puissent le faire dans de bonnes conditions commerciales. Bien évidemment, si au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça marche très bien, on remettra les tarifs du marché. Mais il faut vraiment aider de nouveaux commerces à se lancer avec une politique tarifaire qui soit intéressante. Donc notre objectif, une vingtaine de cellules, avec pourquoi pas des boutiques éphémères, pourquoi pas des pépinières commerciales pour tester des commerces, et évidemment des locaux mis à disposition de l'ensemble de ceux qui souhaitent porter. Sur l'acquisition des rez-de-chaussée commerciaux, nous consacrerons 4 millions d'achats et de travaux. Alors, politique transversale numéro 3, les aides pour les travaux. On vient de parler d'une vingtaine de boutiques sur lesquelles on veut aider les commerçants, ou plutôt de nouveaux commerçants, à s'installer. Mais il faut évidemment également aider les commerçants qui sont déjà en place, parce que c'est eux qui seront la première locomotive du centre-ville. Et donc on va mettre en place des moyens financiers pour accompagner ces travaux sur la réfection des façades, sur les créations d'enseignes, pour être beaucoup plus rapide, beaucoup plus réactif que nous sommes aujourd'hui, et puis sur la mise en accessibilité des commerces. Là, nous allons, en chiffrage prévisionnel, pour l'accompagnement de ces travaux, prévoir une enveloppe de 250 000 euros. 150 000 sont déjà inscrits au CRSD que nous avons signé avec l'État. Politique numéro 4, une politique immobilière, cette fois-ci en faveur de l'habitat. On l'évoquait là encore tout à l'heure, pour qu'un commerce vive, il faut des consommateurs. Le premier consommateur du centre-ville, c'est celui qui habite en centre-ville. Si on veut un centre-ville qui vive, il faut plus d'habitants. Or aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'immeubles sont vides. Pourquoi sont-ils vides? Parce que si vous regardez 50% des commerces de Châlons, le commerce a avalé l'accès aux étages. Tout simplement parce qu'il y avait une habitude, qui était un commerçant indépendant qui souvent habitait au-dessus de son commerce, et donc pour élargir sa surface commerciale, il a coupé le couloir permettant d'avoir un accès séparé extérieur à
extérieur à son commerce. Il nous faut donc évidemment faire les travaux pour pouvoir reconquérir les étages qui sont au-dessus, qui sont aujourd'hui vides depuis 10 ans ou 15 ans. C'est ce que nous engageons par ce biais-là. Et là, nous allons engager 15 millions d'euros pour l'achat immobilier et remettre évidemment sur le marché ces biens immobiliers. Notre idée aussi est d'essayer d'avoir des typologies de logements un peu plus grands qu'aujourd'hui pour accueillir des familles avec des enfants, nous permettant là encore de donner une activité nouvelle au centre-ville. Et puis, au-delà de cet achat-là, c'est le deuxième chiffre, le 5,4 millions d'euros. Nous allons aider les propriétaires actuels, ceux qui sont aujourd'hui en centre-ville, à faire des travaux dans leur logement, que ces propriétaires soient des propriétaires occupants, qui vivent dans leur logement, ou des propriétaires bailleurs, ceux qui mettent en location les logements en question. Et sur cette action-là, nous aurons l'aide pas de la Caisse des dépôts et consignations cette fois-ci, mais d'Action Logement, qu'on appelait auparavant le 1% logement. Le 1% logement a désigné 2 villes en France pour être expérimentales sur les reconquêtes immobilières en centre-ville. Et Action Logement mettra 5 à 7 millions d'euros sur l'achat immobilier pour nous aider dans cette stratégie-là. Politique numéro 5, le service aux consommateurs. Là encore, je l'ai abordé un peu tout à l'heure. Notre idée, c'est de faire du centre-ville une forme de galerie à ciel ouvert. On voit bien que les galeries, que ce soit celles de Croix-Dampierre, celles de Leclerc, et pour partie celles du centre-ville, ont des services qui sont proposés à l'ensemble de leurs consommateurs. Parce qu'ils sont organisés pour ça. Ce n'est pas le cas pour ce qui nous concerne. Nous, à Châlons, en centre-ville, comme dans l'ensemble des centres-villes, nous avons une somme de commerces indépendants. Nous avons une association, l'UCIA, qui travaille pour l'ensemble et qui essaie de fédérer l'ensemble des commerçants. Mais nous considérons qu'il nous faut aller plus loin en la matière, avec des services aux clients qui soient proposés pour tout le monde. C'est l'exemple de jardin d'enfants, d'une conciergerie numérique, d'une couverture Wi-Fi du centre-ville, de bornes interactives, pour, là encore, avoir une bonne information sur ce qui se passe en centre-ville. Et là, nous allons consacrer les sommes que vous voyez ici. Politique numéro 6, l'animation en tant que telle du centre-ville. Si nous n'avons pas un centre-ville animé, mieux animé qu'aujourd'hui, nous aurons du mal à faire revenir une clientèle, des habitudes de consommation ou des habitudes de balade tout simplement en centre-ville. Aujourd'hui, on considère qu'il nous faut mieux mettre en cohérence l'ensemble des actions que nous avons. On a une habitude, le marché de Noël, une habitude depuis 3 ans maintenant, au mois de juin avec Chalon-C. Il nous faut multiplier les animations, premier élément, et peut-être mieux les travailler dans le temps, pour avoir une grande animation commerciale à l'automne, une grande en hiver, une grande au printemps, et au printemps, la question pourra se poser, savoir si c'est le mois de juin qui est le meilleur, ou le mois de mai. Le mois de juin, vous attirez, vous, commerçants, déjà plus de monde avec les soldes. Peut-être qu'en boostant la consommation des opérations d'animation au mois de mai, on sera plus efficace. Budget animation prévu 3,8 millions d'euros. Une sonorisation refaite sur le centre-ville parce qu'elle est vraiment vieillotte. Et puis, j'évoquais tout à l'heure le marché couvert en vous le présentant en détail. On consacrera à la rénovation du mobilier pour le monter et démonter beaucoup plus rapidement 400 000 euros pour cette action-là. Une politique du marketing en centre-ville. Là encore, on l'évoquait tout à l'heure, il y a des différences fondamentales entre ce que font traditionnellement les grandes galeries, qui ont des politiques de marketing très développées, marketing commercial, information, communication de leurs clients. Nous devons faire la même chose en centre-ville. Pourquoi pas créer un GIE pour fédérer l'ensemble des commerçants? Pourquoi pas imaginer que nous ayons des informations accompagnées là-dessus, en mettant aussi en place une plateforme numérique, en imaginant une monnaie locale pour encourager la consommation de proximité, en mettant en place des systèmes de fidélité clientèle, comme le font les grandes anciennes, en imaginant également, pourquoi pas, des cartes d'achat spécifiques au centre-ville, comme cadeaux commerciaux que l'on pourrait faire à un certain nombre de personnes. Bref, en ayant une politique radicalement différente, beaucoup plus coordonnée sur le centre-ville. Et on peut imaginer également
à avoir un appui, un soutien en ingénierie pour le design intérieur des boutiques, pour là encore vous aider à les rénover, à les reprendre. Pour l'ensemble de ces actions-là, la signalétique, objectivement, je vais utiliser le terme, c'est un foutoir. La signalétique en centre-ville, il faut qu'on la reprenne complètement. On y consacrera 250 000 €. La monnaie locale, les applications smartphones, les cartes de commerce, l'aide au développement numérique des commerces, les designs de cellules sur lesquels on va engager quelques cellules par an. Bref, voilà le budget qui est prévu pour ce faire. 8 000 € par an, je ne pense pas que ce soit le bon chiffre. Mais bon, on y reviendra, ça me paraît un peu faible. Une politique évidemment en faveur du tourisme. Je l'ai peu évoqué jusqu'alors, mais nous avons un centre-ville magnifique, avec des qualités patrimoniales qui sont dingues. Nous avons d'ores et déjà beaucoup de touristes à Châlons, mais pas assez. Et surtout, ils ne restent pas assez longtemps et donc ils consomment peu en centre-ville. Nous avons besoin d'avoir une politique beaucoup plus active. C'est le rôle évidemment de la communauté d'agglomération. Et de ce point de vue-là, il y a un produit fantastique qui s'appelle Métamorphose, qui doit devenir une des marques emblématiques de la ville. On a un potentiel formidable avec cet outil-là. Nous l'avons évidemment intégré dans l'ensemble de ce que nous souhaitons faire sur le centre-ville. Budget prévisionnel, il est déjà prévu par la communauté d'agglomération, ça c'est pas du rajout. Il y a 2 millions d'euros qui sont prévus, mais on veut faire quelque chose d'autre qui accompagnera, je crois, parfaitement Métamorphose. Il y avait un visuel sur lequel on peut peut-être revenir. C'est ce qu'on appelle, encore avant, je l'ai vu juste avant, voilà, ce visuel-là. Là, vous voyez la cathédrale. Aujourd'hui, avec les moyens numériques que nous avons à disposition, on peut faire ce qu'on appelle de la réalité augmentée et donc faire traverser les âges à cette cathédrale via des outils numériques. C'est ce que nous proposons au travers de l'action qui est présentée là, avec 100 000 € qui seront consacrés au développement touristique, à la diversification des produits numériques qu'on peut inventer pour le centre-ville. Politique numéro 9, révéler l'eau et la nature en ville. Si on a bien une chose qui est discriminante à Châlons, qui est très différente à Châlons par rapport à ce que l'on peut retrouver partout, c'est la formidable présence de l'eau et la formidable présence de la nature en ville. On l'a évoqué tout à l'heure avec les jarres, je ne reviens pas dessus, mais nous avons également la nécessité de remettre en valeur l'eau. Vous voyez là les circuits d'eau qui existent à Châlons, qui sont très présents, qu'il faut qu'on utilise beaucoup mieux, parce que notre ville tourne le dos à l'eau. Là, on a un travail formidable à faire, en imaginant évidemment des rappels sur la présence de l'eau. Je pense notamment à des rues comme la rue Locher, où l'eau passe en dessous, ou le marché, où l'eau passe en dessous. Il faut qu'on révèle la présence de l'eau d'une façon ou d'une autre. Il faut évidemment qu'on ait des insertions de verdure dans l'ensemble du centre-ville. On l'a évoqué tout à l'heure, il est beaucoup trop minéral. Nous avons là aussi un très gros travail à engager. Et puis, on se pose la question du cheminement piéton le long des berges. Des premiers éléments ont été posés par la communauté d'agglomération il y a quelques années, mais on n'a pas un parcours global sur l'ensemble des berges du centre-ville. Et là aussi, on a un travail pour développer le tourisme, pour développer l'eau dans Châlons, mieux utiliser l'eau dans Châlons, que l'on vous propose au travers de ce type de visuel, de ce type d'expérience qu'on pourrait mener. On va tenter des choses. Je prends un exemple que vous allez pouvoir découvrir demain, par exemple, dans l'Anse du Jard. Demain, on va faire, dans l'Anse du Jard, une exposition dans l'eau. Voilà typiquement le genre d'atout, d'outils que nous devons développer si on souhaite mieux utiliser, mieux mettre en valeur l'eau à Châlons. Voilà les budgets que nous allons y consacrer. Le dernier point, dernière politique publique, les mobilités. Les mobilités sont évidemment déterminantes. Si nous n'avons pas un accès facile au centre-ville, et donc un plan de circulation qui permet de se rendre facilement au centre-ville, si nous n'avons pas des zones de stationnement en grand nombre qui correspondent à l'attente des Châlonnais, nous n'arriverons pas évidemment à redynamiser le centre-ville, et c'est donc ce qui est proposé là, permettre une meilleure fluidité, rendre le centre-ville simple d'accès. Ce sont les objectifs que nous poursuivons. Comment on peut essayer de le faire? C'est d'abord accroître la fréquentation et la durée du stationnement en centre-ville. Ça, c'est une action que nous avons déjà menée. On est passé, vous le savez, à l'heure gratuite
la première heure gratuite en centre-ville. On a modernisé complètement tout l'appareil de stationnement, tout l'appareil de stationnement. Je crois savoir, d'après les premiers éléments de fréquentation que nous avons, que ça marche plutôt bien. Nous avons plus de clientèle qui utilisent les parcs de stationnement, qui ont une meilleure rotation. Bref, c'est plutôt réussi et nous avons consacré quelque chose comme 200 000 € à cette politique-là. Alors, on l'a intégré évidemment dans la politique tarifaire. Il y a le parking relais à Chanzy qu'on proposera, qui est de dire qu'il faut utiliser la zone de Chanzy comme une zone relais pour stationner en centre-ville et pouvoir ensuite se rendre à pied au centre-ville. Et puis évidemment, nous allons très vite mettre en place un jalonnement dynamique des parcs de stationnement pour que dès qu'on rentre en centre-ville, on voit où il y a du parking, où il y a de la place, où on peut se garer, avec des enseignes lumineuses qu'on connaît tous. Il y a un nombre de places de stationnement libres qui sont indiquées. Alors, l'organisation et le budget prévisionnel pour tout ça. Pour l'instant, on vous a présenté le budget opération par opération. On veut évidemment vous montrer le chiffrage global qu'on va y consacrer et l'organisation que nous mettons en place. Parce qu'un projet comme ça ne se fera pas tout seul et ça ne se fera pas sans réorganiser l'ensemble du fonctionnement qui est le nôtre. Et évidemment, le nôtre, d'abord, celui de la ville. Raison pour laquelle nous créons une direction du centre-ville qui va assumer le pilotage stratégique de l'ensemble du centre-ville. Une directrice est recrutée. Elle arrive le 1er juillet, si je dis pas, le 4 juillet, pardon. Elle arrive le 4 juillet et on mettra évidemment à sa disposition une équipe spécialisée dans le centre-ville pour mettre en place tout ce qu'on vient d'évoquer. Mais tout ça, ça ne mettra pas en place tout seul. C'est pas juste la direction du centre-ville qui pourra piloter l'ensemble des projets qu'on vient d'évoquer. Il y aura donc un travail avec des partenaires institutionnels traditionnels de la ville, l'ANA pour l'opération programmée de l'habitat, au travers notamment du service de la communauté d'agglomération qui le gère, Action Logement, je viens de l'évoquer, le projet Place Foch avec la Caisse des dépôts et conciliation pour créer démonstrateurs du centre-ville que nous présentions tout à l'heure, bien évidemment les animations du centre-ville en tant que tel, qui seront gérées par un service événementiel qui sera rattaché à la direction de la communication, et évidemment l'office de tourisme. Ensuite, les travaux sur les espaces publics, par les directions concernées de notre municipalité, bien évidemment, avec l'agglomération, la gare routière, et puis l'ensemble de la partie commerciale, habitat. Pour la partie de la gestion et la propriété des rez-de-chaussée commerciaux, c'est la SEPCHA qui prendra tout ça en charge. Le portage financier comme la commercialisation. Le guichet unique des centres-villes, c'est les entrepreneurs, avec notamment l'UCA bien évidemment. Le marketing du centre-ville, avec l'UCA et la direction des services informatiques de la ville. Et puis évidemment, l'ensemble des aides et des outils du CRSD en lien avec l'État et le développement économique de l'agglomération. Un budget pour tout ça, l'ensemble de ce plan, c'est 66 millions d'euros. 66 millions d'euros. Vous avez là la répartition financière temporelle. Un premier plan d'action, on va concentrer les 2/3 de nos opérations financières, 2016-2020, et puis une deuxième partie, là encore de 4 ans, pour 2021-2025, pour la deuxième partie financière, 44 d'un côté, 22 de l'autre. Je précise tout de suite que tout ça se fera évidemment sans augmenter les impôts. Ça va de soi. J'entends un A de soulagement, il est légitime. Nous avons fait des efforts financiers considérables et je veux remercier l'ensemble de la direction générale et l'ensemble des services et des élus concernés qui ont tous fait des efforts formidables. Nous dégageons cette année 2 millions d'euros, je parle sous le contrôle de Lise Magnier, 2 millions d'euros de ce qu'on appellerait dans le privé de bénéfices, le tout en ayant avalé les baisses de dotation de l'État et en ayant baissé les impôts. C'est le record que nous avons réalisé depuis bon nombre d'années parce que nous avons fait des efforts très importants depuis 2 ans. Les services ont fait des efforts très importants. Ces services, ils ne sont pas vains. Ces services, ils vont nous permettre une chose très simple. La moyenne des investissements de la ville de Châlons ces 10 dernières années, c'est une dizaine de millions d'euros. Avec les économies que nous avons réalisées, on va passer à 15 millions d'euros d'investissement par an
en ayant au bout du mandat municipal une ville moins endettée qu'aujourd'hui. Ça, c'est le fruit des efforts que nous avons réalisés, des économies que nous avons réalisées. On s'est fait souvent engueuler pour le faire, mais c'est naturel, c'est notre job aussi de se faire engueuler, mais ça doit nous permettre maintenant d'investir massivement, notamment pour le centre-ville. Ça, c'est notre partie, 15 millions d'euros grosso modo sur les 66. Et puis, il y a tous les partenaires que j'ai évoqués, l'État, bien sûr. Je remercie le secrétaire général de la préfecture d'être avec nous ce soir. Et évidemment, la communauté d'agglomération, Bruno Bourbois, qui est évidemment avec nous ce soir. Et puis, les bailleurs sociaux qui sont ici, ceux de Chalon, ceux d'Action Logement qui vont nous accompagner, évidemment. Et puis, les partenaires privés, parce que lorsqu'on fait des travaux chez quelqu'un, on en paye une partie, mais le privé, celui qui est propriétaire, en paye aussi, bien évidemment, une partie. Voilà donc le budget qui sera consacré à ces actions-là. On l'a décliné par type d'action, ça arrive un peu plus tard, donc 18 millions d'euros pour l'habitat, 5,7 millions d'euros pour le commerce en tant que tel, les espaces commerçants, et puis les animations de 3,8 millions, 3,6 millions, les aménagements urbains, les places ou les ruelles que j'évoquais tout à l'heure, 14 millions, et le tourisme, 2 millions d'euros. Voilà, j'en ai terminé, j'ai probablement été trop long, j'ai peut-être tenu légèrement en dessous d'une heure. Voilà l'ensemble du projet qu'on voulait vous présenter ce soir. Plusieurs années à se mettre en place, parce que ce sont des opérations complexes, à tiroir. Il faut d'abord déménager le parking des bus, enfin le stationnement pardon, des bus, avant de pouvoir faire des travaux. C'est très long. Mais il y a des choses qui pourront se faire évidemment beaucoup plus vite. Et dès la semaine prochaine, nous allons prendre au conseil municipal 5 délibérations pour commencer à mettre en œuvre ce plan-là. C'est la convention démonstrateur du centre-ville qui sera passée avec la Caisse des dépôts. C'est une subvention exceptionnelle à l'association Pomme Cannelle pour mettre en place le plus rapidement possible le service jardin d'enfants au centre-ville que j'évoquais tout à l'heure. C'est un lancement d'appel d'offres pour le numérique en centre-ville. C'est un accord cadre pour l'ensemble des travaux de voirie en centre-ville. On va essayer de faire un seul marché pour l'ensemble des travaux de voirie en centre-ville, y compris les places que j'évoquais tout à l'heure. Ça, c'est sous la direction de Christophe Guillemot. Et puis, une délibération pour, là encore, lancer un marché sur le jalonnement dynamique des parkings. Voilà ce que je voulais vous dire. On va pouvoir échanger évidemment ensemble dans quelques instants. On pourra répondre à vos questions. Et je voulais, avant de conclure, avant de vous passer la parole, adresser un certain nombre de remerciements. Les remerciements d'abord à l'ensemble de l'équipe municipale qui a travaillé ce dossier-là. Jean-Louis Deveau, qui s'est notamment investi sur la place de la République et sur la place Foch. René Doucet sur toutes les questions d'habitat. La question des jarres, je vous l'ai cité tout à l'heure avec Fatima. Nous avons évidemment travaillé avec la communauté d'agglomération sur la partie transport avec Christian Batti. Évidemment, avec Frédéric Schultes, toute la partie patrimoniale autour de Notre-Dame-en-Vaux. Évidemment, les finances avec Lise Magnier. L'ensemble, on l'a copiloté avec Gérard Lebas, le premier adjoint au maire, et évidemment Bruno Bourbois, le président de l'agglomération, pour que l'ensemble des services de la ville, l'ensemble des élus de la ville soient au service de ce travail-là. Évidemment, je l'ai cité, il était au second rang, donc je ne le voyais plus, Christophe Guillemot sur l'ensemble des travaux urbains qui seront menés. Je voulais également remercier les services, Laïla Jrondy, qui est pour nous en gros l'architecte en chef. Elle est architecte, qui a suivi l'ensemble du développement de ce projet. Et évidemment, tous les cabinets qui ont travaillé avec nous, le cabinet Citadia notamment, et l'ensemble des partenaires qui nous ont accompagnés. Je pense notamment à Kevin, qui est juste ici, d'Air Public. Et puis, évidemment, l'ensemble des collègues. Alors, on fait plein de sites cabalistiques. Je ne sais pas ce que ça signifie. Mais laissez-moi finir. Je n'ai pas oublié Ludovic, c'est lui qui a tout monté, donc je n'ai évidemment pas oublié. Laissez-moi finir, j'y arriverai. Donc je voulais évidemment remercier l'ensemble des services qui ont fait un travail formidable autour de ce projet. Et j'allais y venir. Et évidemment, Ludovic Chassigneux, l'adjoint au maire en charge du centre-ville, qui va me rejoindre ici, c'est lui qui a piloté l'ensemble du comité de pilotage, qui a préparé l'ensemble de ce travail. Il a fait un formidable travail. Et donc, je vous demande, si vous le voulez bien, de l'applaudir, parce qu'il a vraiment fait un formidable boulot. On me souffle quelque chose, je reviens.
j'avais complètement oublié parce que je crois qu'on devait commencer par ça. D'accord? Donc je l'avais zappé. On va vous passer une petite vidéo, c'est-à-dire 3 minutes, qui va vous résumer l'ensemble du travail qui a été réalisé, en fait toutes les consultations qui ont été menées, qui vont vous permettre de voir un peu, d'appréhender un peu sur la façon dont nous avons travaillé pour ce projet de centre-ville. J'aurais dû commencer par là, parce qu'en général on commence par la méthode, plutôt que finir par la méthode, mais c'est pas grave, on va finir par la méthode. Comment vous voyez-vous ce chemin idéal dans 20 ans? Il y a quelque chose qui vous évoque, parce que vous allez voir que vous avez été épié par un sociologue et c'est quelque chose d'assez dramatique. Je te laisse conclure peut-être les différents le sentiment que tu as par rapport aux différents discours qui ont été évoqués. C'est pareil ici. Ça devient plus agréable, elle est plus agréable maintenant parce que les terrasses et on a la pied, il y a pas de voiture. À la République, on n'a plus envie d'aller en terrasse forcément. Parce qu'il y a les voitures, il y a... En ce qui me concerne, ça peut fonctionner. Après, avoir des fonctions différentes. Merci à tous pour votre participation à ce premier hackathon. Entre l'espace du centre et l'espace scolaire, qui fait qu'en fait on aura une notion de transversalité qui va se mettre en place. Par l'immeuble qui était derrière, donc la réaménager, la rabaisser, au lieu d'avoir un bâtiment qui fait R+, ça perd. Il y a 4 micros qui se baladent normalement. 3, pardon, désolé. 3 micros. Donc si vous avez des questions, des remarques, des interventions à votre disposition, il est 8h20. J'ai déjà été beaucoup trop long. Mais voilà, si vous avez évidemment des interventions ou des questions, nous sommes à votre disposition pour y répondre. Bonsoir. Bonsoir. Je suis apparu au second rang de l'équipe de la mairie. Je suis en extérieur, vous le savez bien. C'est un projet fabuleux. Il est superbe. Bravo. C'est très bien. C'est ce qu'on aurait dû essayer de faire depuis déjà longtemps. Ça nous aurait coûté moins cher. Et on n'aurait pas le Normalement, quand on commence comme ça, il y a un mais après. Non. Donc passons directement au mais. Non, pour l'instant, on sait. Disons que je comprends mieux maintenant, parce qu'on a eu quand même pas mal de réunions ensemble, en présentation, je ne vous reprends non plus. En général, quand on évoque tout un nouveau plan comme ça, avec des sommes fabuleuses, souvent c'est des veilles d'élection. Là, on ne l'est pas, donc je pense que c'est du réel. J'espère simplement que vous connaissez l'Élysée, et j'espère tout simplement que ce n'est pas des directives comme l'Élysée qui distribuent à l'heure actuelle des sommes fabuleuses, et on sait fort bien que de toute façon, ça n'ira jamais à terme. Alors, je vais essayer de vous répondre, si vous voulez bien, parce que j'ai évidemment saisi le sens de votre message. On n'est effectivement pas à la veille d'élection. On est au lendemain d'élection. Et le plan qu'on vous présente, c'est justement avec l'idée d'avoir un regard à long terme. Bien évidemment, on va avoir des phases, comme on l'a évoqué dans ce projet. Des choses qui vont commencer tout de suite pour avoir des résultats au plus vite. Et des choses qui ont déjà commencé d'ailleurs. Puisque l'achat de commerce, on l'a commencé. Le travail qui a été fait par Christophe Guillemot et par Ludovic sur le centre-ville en matière de stationnement, il est déjà lancé. Donc il faut qu'on travaille à court terme.
Mais le travail à court terme n'est pas suffisant. Si on n'a pas un regard sur 5 ans, 10 ans, on ne pourra pas décider de grandes choses pour changer massivement le centre-ville et l'adapter en permanence à de nouvelles réalités. Et donc, on saute complètement les échéances électorales. Ce n'est pas le sujet, parce que aujourd'hui, c'est cette équipe municipale, demain, ce sera une autre équipe municipale, après-demain encore une autre. Mais la problématique du centre-ville, posée à Châlons comme partout en France, elle restera. Et donc, il faut qu'on engage un plan à long terme, au-delà, en dehors, sans penser aux échéances électorales. Si on le réussit, en plus, peut-être que les électeurs nous en sont redevables, au passage. Vous auriez dû être commerçant. Je fais de la politique, c'est souvent un peu pareil. Ouais, c'est un peu pareil, sauf que nous, on est plus corrects que les politiques. Alors, ce que je vous propose, peut-être, c'est qu'on passe à une deuxième personne. Je vais simplement repréciser quelque chose, c'est important, parce que moi, je fais partie du monde commercial extérieur au centre-ville. J'adore le centre-ville, et il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les gens qui viennent de l'extérieur ne viennent plus pour les zones commerciales, ils viennent pour un centre-ville. Donc vous avez 100 fois raison de vous battre pour un centre-ville véritable. Merci bien. Alors je voulais intervenir parce que j'ai apprécié la présentation que vous faites de l'accessibilité déjà. Et quand j'étais élue au conseil municipal, j'avais une idée, que j'ai toujours d'ailleurs, regrettant qu'on ne valorise pas le point de vue qu'on a sur le boulevard Victor Hugo, de l'hémicycle pratiquement jusqu'à l'Espé, qui cache en fait cette vue qui serait absolument magnifique si on ouvrait simplement des meurtrières. Vous savez, c'est pas que des ponts. Il y a des parapets qu'on appelle des parapets pleins qui ne permettent pas de visualiser ce qu'il y a à voir. Et là, c'est la même chose. Et je ne pense pas que ça engagerait des sommes considérables de fragmenter ce mur qui longe le boulevard Victor Hugo. Il faut élaguer les arbres, il faut faire quelque chose. Et de façon à donner envie d'y aller. Quand on passe, on ne voit rien. Donc c'est une vieille idée que j'ai l'occasion de vous ressortir avec grand plaisir. Vous avez raison et c'est ce qu'on propose là. Mais au-delà de la question que vous posez, vous soulevez, on a globalement un problème, on a souvent utilisé le mot ce soir, de connexion dans le centre-ville. Le boulevard Victor Hugo est une frontière entre une partie du centre-ville et les Jarres. De la même façon que Saint-Dominique est une frontière entre l'îlot des Savoirs, qu'on évoquait tout à l'heure, et les centres-villes. De la même façon que si on veut utiliser les ruelles du centre-ville, c'est pour justement mieux connecter la place de la République, par exemple, avec la rue Locher, la place de la République avec le marché couvert. Bref, il faut qu'on arrive à avoir un centre-ville où les mobilités, y compris piétonnes, à vélo, soient beaucoup plus simples qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et il faut qu'on arrête d'avoir des espaces de frontières en centre-ville pour effectivement avoir des espaces de passage entre les différents îlots du centre-ville qu'on évoquait tout à l'heure. Donc rétablissons la porosité. D'autres questions? Eh bien, si vous avez entendu assez de paroles pour ce soir, pardon. Bonjour Monsieur Apparu, je m'appelle Raphaël Boulos, j'ai 26 ans, je viens de créer mon entreprise à Châlons. Je voudrais aborder la question du stationnement avec vous. J'ai vu que vous aviez proposé des aménagements pour créer ou du moins conserver les places actuelles. Je voulais savoir si vous pensez que dans les centres-villes du futur, la voiture aura la même place qu'aujourd'hui. Je ne vais pas vous répondre oui ou non. Tout simplement parce que le centre-ville de Paris et le centre-ville de Châlons, c'est pas tout à fait la même chose. Que le centre-ville de Nantes, de Limoges ou de Châlons, c'est pas pareil. Il y a eu une tendance, il y a une dizaine d'années, qui voulait supprimer toutes les voitures du centre-ville. Toutes. Et il fallait faire du piéton partout. Ça marche probablement très bien dans les très grandes villes, où aller en périphérie est assez long en voiture. Chez nous, pour aller à Carrefour d'un côté ou pour aller à Leclerc de l'autre, il faut 5 minutes, 10 minutes maximum quand il y a un peu d'embouteillage. Si vous supprimez toute la voiture en centre-ville, vous êtes tranquille, vous enverrez tout le monde en périphérie. Donc il faut que dans les centres-villes comme les nôtres, nous ayons un mélange des choses. Mais en même temps, si on fait du tout piéton, il y aura plus grand monde en centre-ville. Donc il faut tenir l'équilibre entre les deux. Et pour ça, peut-être se dire qu'une place, elle n'a pas la même vocation toute l'année. Qu'une rue n'a pas la même vocation toute l'année. Qu'on peut expérimenter des choses. Et pas figer quelque chose en disant du 1er janvier au 31 décembre, on utilise telle rue ou telle place de la même façon. Parce que là encore, notre saisonnalité, ici comme ailleurs,
même si cette année on a une saison un peu atypique, et qu'on a un automne qui dure depuis très longtemps, mais le réchauffement climatique devrait changer malheureusement les choses. Mais nous avons besoin d'avoir des utilisations différentes de l'ensemble de ces espaces-là, et c'est ce qu'on propose par exemple sur la place de la République. C'est ce qu'on fait déjà pour partie aujourd'hui Place Foch. Il faut qu'on arrive à avoir des espaces qui sont différents, qui vivent différemment en fonction des périodes de l'année. Allez, monsieur derrière, on revient vers vous et on va boire un coup. Bonjour, je suis à Chalon depuis une dizaine de mois, je marche beaucoup, et là je vois effectivement, on parle du centre-ville, et comment la ville va vers le centre, c'est-à-dire comment les quartiers effectivement abondent, accèdent à l'animation du centre, etc. Une question marchande dont je découvre la ruelle, l'impasse, etc. Mais bon, je suis du côté de quartier février, je n'ai pas une voie directe qui m'emmène avec une signalétique d'ailleurs adaptée directement sur le centre-ville. Voilà, c'est une question, parce que le centre-ville, il y a ville dedans, il y a centre, et comment on y accède. Alors, vous avez raison, si le centre-ville n'est pas en mobilité bien organisée avec ce qu'il y a autour du centre-ville, ça ne marchera pas. Et on sait bien qu'on a des circulations dans les centres-villes anciens plus compliquées que dans les nouveaux connectés, qu'on a besoin d'une nouvelle organisation signalétique du centre-ville pour que les accès soient plus faciles. C'est l'idée que veut développer la communauté d'agglomération, d'avoir des relais cyclables, des chemins cyclables, qui soient beaucoup plus, qui soient moins cassés, moins hachés qu'aujourd'hui. Parce que nous avons un bout de piste, puis un vide, puis un bout de piste. Il faut qu'on arrive à organiser là encore des linéaires, des chemins, des parcours qui soient beaucoup plus cohérents qu'aujourd'hui. C'est ce qu'on veut faire pour le centre-ville et ce qu'on veut faire aussi pour la liaison entre le centre-ville et les autres quartiers du centre. Allez, une dernière remarque. J'ai remarqué tout à l'heure que vous aviez prévu de faire quelque chose de magnifique en ce qui concerne la place Foch. Très bien, parce que c'est une place qui a un relatif désert. Par contre, j'aimerais quand même bien que vous preniez un engagement sur le point central du centre-ville et surtout de la place Foch et de son pourtour. C'est de réouvrir ces sacrées vitrines, enfin trouver une politique avec Altaïra, de manière à faire ouvrir toutes ces vitrines, des commerces, des centaines de mètres linéaires de commerces qui sont fermés sur l'extérieur. Alors, ça c'est dramatique. Je l'ai peut-être trop rapidement évoqué tout à l'heure, et comme je vous l'ai dit, sinon on y passait 3 ou 4 heures ce soir, j'ai pas évoqué tout ce qu'on a prévu. J'ai évoqué les grandes lignes. Je me suis fait engueuler il y a 2 minutes parce que j'avais oublié plein de choses, mais l'élément que vous avez évoqué sur le CHV, on l'a clairement en tête. Ça dépend d'Altarea, ça ne dépend pas que d'Altarea. Rendons à César ce qui appartient à César. Il y a d'autres institutions, notamment publiques, qui par rapport à Notre-Dame-en-Vaux n'ont pas la volonté d'ouvrir, mais peut-être que si effectivement on remet totalement en valeur l'îlot Notre-Dame-en-Vaux, à ce moment-là on pourra avoir des discussions différentes concernant les vitrines, parce qu'on est tous conscients qu'il va falloir réouvrir un certain nombre de vitrines pour qu'il y ait des accès traversants sur cette galerie, que les commerces, ou en tout cas certains d'entre eux, puissent s'ouvrir directement de l'extérieur. C'est notre ambition, simplement là, attention, contrairement à ce que quasiment toutes nous avons évoqué ici, on n'est pas les seuls à avoir la main. Ce qu'on a voulu vous présenter des choses ce soir, ce qu'on a voulu vous présenter ce soir, je vais y arriver, ce sont des éléments qu'on ne décide pas tout seul, parce qu'on le fait évidemment en collaboration avec notre partenaire, mais sur lesquels on a une grande partie la main. Ça, on n'est pas seul à décider. Il y a d'autres partenaires, des privés nationaux, et puis des institutions culturelles locales, sur lesquelles il faudra négocier un certain nombre de choses. Mais j'espère qu'à partir du moment où on leur présentera là encore une ambition nouvelle, différente pour le centre-ville, on pourra plus facilement les convaincre de la nécessité d'ouvrir le CHV. Allez, un dernier mot pour le président de l'Office du tourisme. Et on passe au champagne. Allez, 2 minutes derrière, après encore. 2 derniers. C'est la deuxième réunion à laquelle je participe qui présente ce que pourrait être ou ce que pourra être le centre-ville des années futures. Il y en a une il y a un peu plus de 15 jours, elle
est peut-être un peu plus confidentielle, encore que je crois qu'elle était relativement ouverte. C'était pas le même sujet. C'était quand même une présentation ouverte de ce qui pourrait se faire. Et à cette réunion, il y avait un certain nombre de personnes qui participaient, des commerçants, des institutionnels, la Chambre de commerce en particulier, l'Office de tourisme bien sûr, bref. Un débat s'est ouvert, il y a eu très peu de questions contradictoires, critiques, qui ont pu se faire là-dessus, parce qu'effectivement, et vous l'avez dit tout à l'heure, un grand nombre de personnes et un grand nombre d'institutions ont été associées à ce projet. Une seule question de commerçants avait émané d'ailleurs à cette réunion, mais aucune critique. La Chambre de commerce a présenté son point de vue, l'Office de tourisme aussi, etc. Ce soir, j'observe, en fin de réunion, qu'il n'y a pas eu de critique majeure. Il y a des observations qui sont faites. Une espèce de consensus et une volonté à ce qu'enfin Châlons vive. Châlons vive de ses habitants, Châlons vive de ses commerces, Châlons vive de son ambiance. Sauf qu'aujourd'hui, ce matin, j'ai quand même lu l'Union. Et qu'il y a un problème. Et c'est embêtant, pardon, j'allais être un tout petit peu grossier, de voir qu'il y a une grande dynamique avec des possibilités d'échange et que d'une façon, dans un dialogue unique, par un dossier de presse, sans qu'il puisse y avoir de réponse, il y a la fracture de cette espèce de petite caste. Tu auras remarqué, mon cher Jean-Marc, que je n'ai pas évoqué ce sujet-là aujourd'hui, parce que là encore, la critique est naturelle. Elle est saine. Non, la critique, c'est quand elle est dans la salle et qu'il puisse y avoir un débat contradictoire. Et si on ne peut pas discuter quand la personne qui critique n'est pas là. Merci Jean-Marie. Ce que je te propose, la personne est là en l'occurrence, puisque François Lévy, co-président de l'UCIA, est avec nous aujourd'hui, et c'est lui évidemment avec qui nous avons discuté. Mais là encore, peut-être mon cher Jean-Marie qu'on peut éviter les uns et les autres des polémiques qui ne sont pas totalement indispensables. Pas plus ce soir qu'à d'autres moments. Là encore, je le répète, la critique elle est légitime, elle est même indispensable. Et si nous voulons sauver les uns et les autres centre-ville, c'est en travaillant avec l'Office de tourisme, avec l'UCIA, avec la CCI, avec les commerçants, avec l'ensemble des partenaires, sans critiquer en permanence ce que fait l'autre. On aura des désaccords. C'est légitime d'avoir des désaccords. C'est normal, c'est même sain. Et je préfère du débat, même un peu vigoureux, plutôt qu'avoir effectivement des gens qui n'ont aucune différence entre les uns et les autres. Ce qu'il nous faudra simplement, c'est qu'on se comprenne, qu'on s'entende, et qu'on critique plutôt après les présentations qu'avant. Il va falloir qu'effectivement qu'on évolue les uns et les autres pour éviter ce qui est souvent l'une des difficultés chalonnaises qu'a évoqué à plusieurs reprises Bruno Bourbois, en tout cas que j'ai souvent entendu évoquer, qui est la critique incessante, permanente, parce qu'on est tous pessimistes. Oui, c'est compliqué, oui, c'est difficile, mais c'est parce qu'on bossera ensemble, UCIA, ville, CCI, Office de tourisme, qu'on y arrivera, sans se rejeter en permanence. Donc depuis 25 ans, quand même, une bonne dynamique sur ce marché de Châlons, sur le centre-ville de Châlons. Mais c'est pas un mais, c'est plutôt en termes de conseils. On s'est aperçu qu'avec les gros travaux de la ville de Reims, il y a tous les commerces du centre-ville de Reims qui sont effondrés. Voilà, des travaux sur la ville de Reims qui ont été faits en non-concertation avec les commerçants, qui ont été faits en dépit du bon sens, qui ont été faits beaucoup trop rapidement, qui ont été mal faits, mal communiqués. Et vous avez dit tout à l'heure que le centre-ville, la vie, c'était les commerçants. Donc prenez bien en compte le commerce de Châlons pour faire vos travaux. Ça sera long, il va falloir planifier tout ça, il va falloir prendre en compte les commerçants, les places de stationnement. Certes, vous avez dit que les places de stationnement seraient identiques à l'arrivée qu'au début, mais il faut qu'elles soient identiques aussi tout au long des travaux. Ça, c'est important. Et si vous gagnez là, vous gagnerez Châlons. Merci. Alors, je partage à 10 000% ce que vous venez de dire. On l'a évoqué peut-être que sur la place de la République en disant qu'il va y travailler en lien avec le commerçant. Je l'ai dit pour la place de la République, ce sera valable évidemment pour chacun des îlots. Il faudra travailler en partenariat, parce que si on ne fasse pas les choses et qu'on met 20 millions de travaux dans tout le centre-ville en même temps, on va tuer le centre-ville. Donc il faut phaser les choses. C'est aussi pour ça que ça va prendre du temps. Parce que si on fait en même temps Foch, République, Locher, Récamier, Saint-Dominique et Notre-Dame, là on est tranquille, il ne se passe plus rien dans le centre-ville. Donc il faut phaser les choses. C'est aussi pour ça que c'est long. Et c'est aussi pour ça qu'on vous présente un projet à long terme qui prendra 10 ans, parce qu'il nous faut obligatoirement, pour respecter ce que vous avez évoqué, phaser les choses. En même temps, à l'inverse, il ne faut pas non plus qu'on reste immobile. Il faut trouver le bon équilibre entre la nécessité de bouger et de bouger au plus vite, mais de le faire le plus intelligemment possible pour que ça marche.
On se plantera sur ce certain nombre de dossiers. On ne réussira pas tout. Et il y a des choses sur lesquelles on aura encore des discussions, des oppositions, des conflits à certains moments, les uns avec les autres. Je me répète, c'est naturel. Mais il faut effectivement qu'on le fasse avec vous, intelligemment, pour qu'on se dise, les uns et les autres, on a tous intérêt à ce que ça marche. C'est ma conclusion ce soir. On a tous intérêt à faire vivre le centre-ville de Châlons pour faire vivre Châlons. Merci de votre présence. Et rendez-vous au sous-sol pour boire un verre.